Israël et la Jordanie d'accord pour préserver le statu quo sur le mont du Temple et la mosquée Al-Aqsa, mais les Palestiniens, eux, se montrent plus sceptiques. Les attaques anti-israéliennes, elles, se sont poursuivies aujourd'hui. Un Arabe israélien a réussi à passer en Syrie en parapente pour rejoindre les groupes djihadistes. L'armée israélienne a même été mobilisée pour tenter de l'intercepter la nuit dernière. Un sommet européen important ce soir face à la crise des migrants. Objectif, couper la route des Balkans totalement saturée par l'afflux de réfugiés. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Ce week-end a été marqué par l'annonce d'un accord entre Israël et la Jordanie à propos de l'esplanade du mont du Temple. On va y revenir dans un instant, mais cela ne suffit pas, en tout cas, à calmer la vague d'attaques terroristes. 2 nouvelles attaques au couteau ont eu lieu aujourd'hui, à tel point que l'on avance de plus en plus l'hypothèse d'une possible coordination de ces actions depuis Gaza, par exemple par le Hamas. Maël Benoliel. Un automobiliste israélien a été légèrement blessé ce dimanche matin dans une nouvelle attaque au couteau sur cette route de Cisjordanie. Nous sommes dans la région du Gush Etzion, au sud de Jérusalem et au nord de Hébron. Il est à peu près 10 heures quand la voiture de cet habitant d'une implantation israélienne des environs est prise pour cible par des jets de pierre. Le chauffeur décide alors de garer son véhicule sur le bas-côté. C'est au moment où il sort de celui-ci qu'il se fait poignarder par un Palestinien déguisé en juif orthodoxe. Les secours, arrivés rapidement sur place, ont donné les premiers soins à l'homme de 58 ans avant de l'évacuer vers un hôpital de Jérusalem. Le terroriste de son côté a été abattu par les forces de sécurité après avoir réussi dans un premier temps à prendre la fuite. Quelques heures plus tard, à quelques kilomètres de là, à Hébron, une Palestinienne a tenté de poignarder un officier de police à l'entrée du caveau des patriarches. Ce dernier souhaitait effectuer un contrôle d'identité alors que le comportement de la femme lui semblait suspect. C'est ainsi que plutôt que de lui tendre ses papiers, elle a sorti un couteau et s'est jetée sur lui. Le policier parvient à s'en défaire avant de lui tirer dessus et de l'abattre. Des scénarios qui se répètent avec des modes opératoires désormais bien connus, des attaques qui pourraient être commanditées directement par le Hamas depuis la bande de Gaza. C'est le rapport d'enquête de l'attentat de la gare routière de Beersheva qui le dit, puisque l'auteur de l'attaque meurtrière aurait été en contact pendant des mois avec l'organisation terroriste avant de passer à l'acte. Des nouvelles attaques qui interviennent au lendemain de l'annonce d'un accord, d'après le secrétaire d'État américain John Kerry, entre Israël et la Jordanie sur l'esplanade des mosquées, épicentre des violences depuis le 1er octobre. Ce samedi soir, à Tel Aviv, ils étaient plusieurs milliers d'Israéliens à manifester pour la paix et pour une reprise des négociations avec les Palestiniens, en marge de la récente vague de violence, mais aussi et surtout à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Je suis venu ici pour raviver l'espoir. Nous avons l'impression que le découragement s'intensifie. Nous aimons notre pays, nous croyons en lui. Nous voulons la paix et en finir avec la folie. Nous voulons la paix avec nos voisins à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Nous pensons que c'est toujours possible. C'est pour ça que nous sommes ici. Depuis le 1er octobre, 9 Israéliens ont trouvé la mort dans ces violences. Plusieurs dizaines d'autres ont été blessés. Elles ont aussi fait plus de 50 morts côté palestiniens et arabes israéliens, la plupart étant les auteurs de ces attaques au couteau. Voilà, et j'ajoute cette nouvelle attaque tout à l'heure près d'Ariel, cette fois où un jeune Israélien de 20 ans a été poignardé sur une route donc tout près de cette ville d'Ariel en Samarie. Il est sérieusement blessé. Le terroriste, lui, a pu prendre la fuite. Une opération de recherche est en cours. On est en ligne justement avec l'une des victimes du jour. Vous l'avez vu dans le reportage de Maël Benoliel, Israël Ben Aaron. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été blessé ce matin. Comment allez-vous d'abord ce soir? Comment vous sentez-vous? Ça va. Je suis sorti de l'hôpital. À part les douleurs, ça va, ça marche. Alors, vous avez l'impression d'être tombé dans une embuscade ce matin puisque ça se passait près de Hébron et vous avez d'abord été victime de jets de pierre avant d'être attaqué au couteau? Non, c'était une embuscade.
Mais c'était pas à côté de Hebron, c'était assez loin de Hebron, c'est là où je vais travailler tout le temps. Il y avait une remorque qui barrait la route, donc je suis resté assez loin pour regarder avec suspicion ce qui se passe autour et tout ça, etc. Et comment dire, le terroriste, étant donné qu'il a vu que je ne m'approchais pas, alors il est venu sur moi. Mais c'était quelqu'un qui était déguisé? On m'a dit qu'il était déguisé. J'ai trouvé une kippa dans la voiture qui n'était pas la mienne. Comment dire, je n'ai pas fait attention comment il était habillé, vu que quand il est venu sur moi, il est venu avec des pierres et je m'en suis reçu une sur la tête. Avec tout ce qui se passe en ce moment, vous êtes sur vos gardes évidemment à chaque fois? Oui, on peut dire qu'il faut être sur ses gardes et garder un moral pour surmonter cette passe. Je pense que ce sera quelque chose qui passera comme d'habitude. Vous avez l'impression d'avoir échappé à la mort ce matin? Si ça avait été une personne, une femme ou avec des enfants dans la voiture, ça se serait fini tout à fait autrement. Quel a été votre réflexe justement à vous quand vous êtes retrouvé face à ce terroriste? Mon réflexe c'était simplement de vouloir retourner à la maison, de vouloir revoir ma femme, mes enfants, alors que lui, il n'a pas de demain. Il est là pour ne pas revenir à la maison. Tandis que moi, je veux revenir à la maison. Et c'est simplement le fait de survivre qui m'a fait avec beaucoup d'aide d'Akadosh Baruch Hu, qui m'a fait que j'ai pu réussir à surmonter ce terrorisme. Merci Israël Ben-Aaron, merci d'avoir témoigné ce soir. Je rappelle donc que vous avez été blessé au couteau ce matin lors d'une attaque. On sait que la plupart de ces attaques et de cette vague de violence a démarré lors des incidents liés à l'esplanade du Mont du Temple et à la mosquée Al-Aqsa. Et justement, ce fameux statu quo ne changera pas. C'est ce qu'a réaffirmé aujourd'hui Benyamin Netanyahou. De nouvelles mesures vont entrer en vigueur sur ce lieu qui a semé la discorde. Résultat d'intenses discussions diplomatiques tout au long du week-end. Léa Berdugou. L'idée vient du roi Abdallah II de Jordanie. Un système de vidéosurveillance sur l'esplanade des mosquées ou mont du Temple pour les Juifs 24 heures sur 24. Sous le patronage du secrétaire d'État américain en déplacement dans la région, Israël et la Jordanie, administratrices du site sacré, se sont mis d'accord sur cette nouvelle règle. John Kerry a qualifié cette suggestion d'excellente. Cela permettra de procurer une visibilité et une transparence complète qui pourrait vraiment changer la donne en décourageant quiconque de perturber le caractère sacré de ce lieu saint. Pour le Premier ministre israélien, c'est dans l'intérêt de l'État hébreu d'installer des caméras sur le lieu saint pour montrer d'où viennent les provocations et les empêcher à l'avance. Benyamin Netanyahou a une nouvelle fois répété vouloir maintenir le statu quo. Le mont du Temple sera administré de la façon dont il est administré actuellement. Les visites des Juifs seront maintenues et il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Même chose pour l'arrangement des prières pour les musulmans. Les Palestiniens se montrent, eux, sceptiques. Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, a dit juger sur les actes et non sur les mots. Un membre du comité exécutif de l'OLP pointe du doigt les actions du gouvernement et des Israéliens et critique l'action de John Kerry. Il parle d'embellir l'occupation en installant des caméras à la mosquée sacrée d'Al-Aqsa ou par d'autres moyens. Mais la cause et la racine profonde du problème, qui est l'occupation criminelle du peuple palestinien, lui échappe. Une occupation qui entraîne toutes sortes d'actes criminels à l'encontre de notre peuple. Le peuple colonisateur commet un grand nombre de crimes contre le peuple palestinien. Le statu quo date de 1967. Il désigne l'ensemble des règles qui régissent le lieu sacré. Le contrôle et l'accès à ce site cristallisent les tensions. Israël est accusé par les Palestiniens de vouloir prendre le contrôle du lieu, ce que l'État hébreu dément. Alors, direction Jérusalem tout de suite, où nous attend Daniel Haïk. Bonsoir. Daniel, concrètement, que va-t-il se passer désormais sur cette fameuse esplanade du Mont du Temple et devant la mosquée Al-Aqsa ?
Eh bien écoutez, sur le fond, pour les Israéliens, rien ne devrait véritablement changer. Binyamin Netanyahou l'a dit et répété, nous allons maintenir le statu quo. Et maintenir le statu quo, cela veut dire que nous allons permettre aux fidèles musulmans de continuer à prier sur l'ensemble de l'esplanade du mont du Temple et à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa. Et toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes, les non-musulmans, eh bien, pourront venir visiter ce lieu et s'y promener librement. Rien ne devrait donc changer du côté israélien. Ce qui va changer, et le point est important parce que c'est nouveau, c'est un point qui est apparemment technique mais qui est très, très important, c'est l'installation de plusieurs dizaines de caméras sur l'esplanade du mont du Temple. Alors c'est une proposition qui a été faite par le roi Abdallah de Jordanie, un roi Abdallah de Jordanie qui a un rôle massif à jouer et qui joue un rôle massif ici dans le règlement de cette crise. Il faut pouvoir déceler tout comportement étrange et qui susciterait des problèmes et des tensions sur l'esplanade du mont du Temple. Et donc c'est la raison pour laquelle ces caméras devraient être déployées. Alors du côté israélien, on est absolument satisfait par cette proposition parce qu'elle va permettre du côté israélien d'abord de prouver qu'Israël maintient le statu quo et surtout elle va permettre de vérifier qui ne maintient pas le statu quo. Et du côté israélien, on est clair à ce sujet, ceux qui ne respectent pas le statu quo, eh bien, ce sont les militants du Mourabitoun et des Mourabitat orchestrés par le Cheikh Raed Salah et le mouvement islamique israélien qui insultent les visiteurs juifs lorsqu'ils arrivent sur l'esplanade du mont du Temple. Et donc cela prouvera qu'Israël a raison dans ce cas. Et lorsque les Israéliens sont satisfaits, eh bien naturellement les Palestiniens sont mécontents. Ils ne veulent pas apparemment ils réservent, ils ont une position plutôt réservée concernant ces caméras. Ils ont le sentiment quelque part d'être pris au piège par le roi Abdallah de Jordanie, par John Kerry et par les Israéliens dans cette affaire. Merci Daniel Haïk en direct donc de Jérusalem. Dror Even Sapir, bonsoir. Alors si on veut revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce feuilleton diplomatique, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un statu quo, qu'il est respecté ? Écoutez, les Israéliens voulaient que le roi Abdallah de Jordanie et pourquoi pas Mahmoud Abbas disent tous deux que le statu quo est formellement respecté par les Israéliens sur le mont du Temple. Et de ce point de vue, eh bien, Israël n'a pas obtenu gain de cause puisque le roi Abdallah de Jordanie s'est exprimé tout à l'heure en disant qu'il se félicitait de l'engagement pris par Binyamin Netanyahou à respecter le statu quo. Ça ne veut pas dire qu'il considère que le statu quo est de fait respecté, mais que l'engagement de Binyamin Netanyahou à le faire est une bonne chose. Et le roi Abdallah de Jordanie qui insiste sur la mise en œuvre, au-delà des mots, les faits. En gros, il dit les Israéliens seront jugés aux faits. Et puis, on n'a rien entendu de la part de Mahmoud Abbas. Certains de ses conseillers se sont exprimés avec beaucoup de scepticisme. Alors, on sait que c'est une crise qui est assez ancienne. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose, justement, là, de neuf qui pourrait faire avancer les choses ? Mais écoutez, dans cet accord jordano-israélien, en fait, sous l'égide des Américains, eh bien, il y a peut-être des clauses qui n'ont pas été rendues publiques. Peut-être que l'institution jordano-musulmane, le Waqf, qui gère l'esplanade des mosquées au mont du Temple, va obtenir davantage de prérogatives, mais ça, on ne le saura pas. Il faudra voir sur le terrain, concrètement, comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Par contre, là où il y a vraiment une nouveauté, peut-être encore davantage que l'histoire des caméras de surveillance, c'est les déclarations de Binyamin Netanyahou hier, en anglais d'ailleurs, pas en hébreu, et c'est important. Le Premier ministre israélien qui dit que les musulmans continueront à prier sur le mont du Temple et que les non-musulmans continueront à s'y rendre, donc pas à y prier. Et c'est le statu quo en fait. En principe, les non-musulmans ne peuvent pas y prier, en tout cas collectivement, mais c'est la première fois, dans mon souvenir en tout cas, qu'un dirigeant israélien dit les choses aussi clairement. Bien évidemment, ça n'a pas fait plaisir à toute une partie de sa coalition, peut-être, et même dans les rangs de son propre parti, ce genre de propos fait grincer les dents. C'est dire à quel point Binyamin Netanyahou fait tout ou presque pour tenter en tout cas d'obtenir une accalmie sur le terrain. Alors justement, on sait que l'un des objectifs de John Kerry, c'était de rapprocher Netanyahou et Abbas suffisamment près, par exemple autour d'une table. On en est loin ce soir ? Là on en est très loin. On sait que le ton a monté. On a dit et redit à plusieurs reprises à quel point Binyamin Netanyahou considérait que Mahmoud Abbas avait une énorme part de responsabilité dans les tensions actuelles. Pas de rencontre entre Abbas et Netanyahou en vue, ça c'est absolument clair.
Merci Dran Even Sapir, on revient sur cette question justement du mont du Temple dans une vingtaine de minutes avec un débat et plusieurs intervenants spécialistes de la question. Le gouvernement israélien qui a classé aujourd'hui parmi les groupes terroristes, eh bien, 2 groupes djihadistes syriens, l'État islamique et Jabhat al-Nusra. Décision qui intervient au lendemain de l'incroyable voyage en Syrie d'un arabe israélien. Il a réussi à franchir la frontière en parapente pour aller rejoindre les groupes djihadistes. Il a même mobilisé des forces de l'armée israélienne pour tenter de l'intercepter. Maxime Pérez. Djaljulia, à seulement une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tel Aviv. C'est de cette localité arabe israélienne de 9000 habitants qu'est originaire le jeune homme de 23 ans qui, samedi, a rejoint de son propre gré les troupes de Daesh en Syrie, depuis la frontière du Golan. Pour cause d'enquête, son nom est interdit à la publication, tout comme celui de sa famille, sous le choc après l'annonce de la nouvelle. Comme s'il portait déjà le deuil, ses proches se sont tous réunis dans l'appartement familial. Son oncle assure n'avoir décelé aucun signe qui laissait présager d'un départ pour le djihad. Quand on est venu nous dire ce qui s'est passé, on est devenu fou. Tout le monde ici était stupéfait. C'est tellement surprenant venant d'un garçon comme lui. Pour moi, il n'est pas capable de manigancer une telle chose. Il faut une certaine intelligence et une créativité que lui n'a pas. Il est 17h samedi quand le jeune homme prend son envol depuis le lac de Tibériade et se laisse emporter vers le territoire syrien. Au moment où il passe la frontière, l'armée israélienne repère un objet volant et donne l'alerte. Pensant qu'un civil a été poussé à la dérive par des vents violents, elle dépêche des drones, des hélicoptères et des avions de combat au-dessus de la province syrienne de Quneitra, une région disputée par les rebelles et les forces d'Assad. En témoignent ces échanges d'armes automatiques. Les recherches se poursuivent de longues heures. Tzahal envisage une incursion terrestre pour secourir le parapentiste israélien. Des forces spéciales sont acheminées à la frontière syrienne, attendant le feu vert pour entrer en action. À cet instant, le risque d'une escalade militaire n'a jamais semblé aussi proche. Au bout de la nuit, l'armée israélienne décide d'interrompre ses recherches. Elle comprend que la victime n'en est pas une et qu'elle a été recueillie au sol par des hommes armés dans une zone sous contrôle djihadiste. Soulagement malgré cette grave défaillance sécuritaire, il n'y a pas d'otages israéliens en Syrie. Dimanche matin, les autorités israéliennes ont décidé de ne pas passer sous silence cet incident qui aurait pu entraîner le pays dans une opération en terrain ennemi, aux conséquences plus qu'incertaines. J'ai proposé ce matin au chef du gouvernement et au ministre d'enclencher un processus de déchéance de nationalité à l'égard de ce citoyen arabe israélien qui a décidé de s'envoler pour la Syrie pour rejoindre le groupe de l'État islamique. Notre message doit être sans ambiguïté et rapide. Hasard du calendrier, c'est dans ce contexte que le gouvernement israélien vient d'inclure Daesh et le groupe Jabhat al-Nusra affilié à Al-Qaïda dans sa liste noire d'organisations terroristes. Alors avec nous Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe et musulman. Bonsoir Ali. Ce qui paraît incroyable d'abord, c'est même rocambolesque, c'est la manière avec laquelle ce jeune homme s'est rendu en Syrie. Est-ce que ça a nécessité une préparation? Est-ce qu'il y a un réseau qui a pu l'aider? Est-ce qu'on sait? Absolument, quand il s'agit d'une façon pareille dans laquelle ce monsieur il s'est envolé vers la Syrie, il y a toute une logistique qu'il faut prendre en considération, toute une préparation qui a été faite, préparer le parapente et puis se faire aider pour s'envoler. Et à mon avis, le fait que le service secret israélien pour le moment ne publie pas tout ce qu'il connaît, c'est pour essayer de mettre le doigt sur exactement les préparations et le réseau qui a été impliqué dans ce voyage très irrégulier, comme vous l'avez prononcé. Mais à mon avis, d'ici quelques jours, on saura qui et comment ce monsieur s'est envolé à la Syrie. À mon avis, ça ne doit pas dissimuler le fait que l'espace aérien d'Israël a été hier, pendant un bon nombre d'heures, un sujet d'une histoire que personne ne sait comment elle pouvait se passer, parce que, vous savez, on a parlé longtemps du fait que des organisations palestiniennes d'un côté, le Hezbollah de l'autre côté, ont essayé à plusieurs reprises de pénétrer l'espace aérien israélien, pour prendre des photos et pour faire des attaques contre des cibles israéliennes. Alors, il y a une autre question, Ali, qui se pose ce soir. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un arabe israélien qui va rejoindre l'État islamique ou un autre groupe djihadiste. Est-ce qu'il faut voir là un parallèle avec la radicalisation observée chez des jeunes Palestiniens lors de cette vague d'attentats à laquelle est confronté Israël?
Jean-Charles, quand on parle des Arabes israéliens, on a tendance à oublier, peut-être à ignorer le fait qu'il s'agit des Arabes, il s'agit des musulmans qui habitent, c'est vrai, dans l'État d'Israël, mais ils font partie d'un environnement plus large, le monde arabe et le monde musulman. La semaine dernière, on a parlé de ce jeune bédouin qui a poignardé, qui a été à la source de l'attaque à la gare centrale de Beersheba, et on a parlé que la communauté arabe israélienne, c'est une communauté de contradictions. D'un côté, elle adopte le mode de vie à l'israélienne, à l'occidental, mais de l'autre côté, elle est aussi attentive à certaines tendances qui se développent dans le monde arabe. Elle adopte, elle veut s'intégrer, elle découvre ses sources palestiniennes, arabes, musulmanes, mais elle veut s'intégrer dans la société israélienne et dans l'État d'Israël. Ce jeune, il vient de Jaljoulia. Quand on a parlé de ce qui se passe, les tendances ou les métamorphoses dont passent les Bédouins du Negev, j'ai dit que la plus grande ville au Negev, la ville de Rahat, il y a un candidat du parti travailliste, le parti de Bougie Herzog, un parti sioniste qui a battu un candidat du mouvement islamique. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le village de ce monsieur. Le candidat du parti travailliste qui a été considéré ou condamné d'être pro-sioniste a battu un candidat du mouvement islamique. Donc on voit que sur le macro, la société arabe est beaucoup plus pragmatique. N'empêche, il y aura toujours des éléments comme ce monsieur qui seront laissés faire par ces tendances du djihadisme. Et en tout, on parle de 1,6 million de citoyens arabes en Israël. Et il y a une vingtaine, voire une trentaine de jeunes arabes qui ont joint l'État islamique ou Al-Qaïda ou le Front d'Al-Nusra en Irak et en Syrie. Donc, on parle d'un pourcentage très modeste. On pouvait voir le fait que la famille condamne ce qu'a fait leur enfant ou leur cousin. En général, la société arabe, même si elle est exposée à ces tendances, elle respecte les lois. Ce jeune, il vient d'une famille laïque. Ce jeune n'est pas quelqu'un qui prie 5 fois à la mosquée. Et ce jeune n'a jamais été l'objet d'une investigation ou d'un crime qui a été commis, soit un crime pénal ou soit un crime pour des fautes de sécurité. Merci Ali Waked. Donc vous parlez il y a quelques jours de ce raid spectaculaire des forces spéciales américaines et des Kurdes dans une prison du nord de l'Irak gérée par l'État islamique afin de libérer des otages. Une opération qui a coûté la vie à un soldat américain. Eh bien voici les toutes premières images de ce raid dévoilées aujourd'hui. Océane Nicole. C'était une mission des plus secrètes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une opération conjointe a été menée par des forces spéciales américaines et kurdes irakiennes. La scène se passe dans la province de Kirkour, au nord de l'Irak. L'objectif, une prison de l'État islamique dans laquelle 70 hommes étaient détenus. Tous libérés, 20 étaient membres des forces spéciales kurdes. Les autres étaient pour la plupart irakiens et combattants de Daesh, soupçonnés d'espionnage ou de trahison. Les prisonniers étaient sur le point d'être exécutés. Ce raid a été planifié par les forces kurdes soutenues par les États-Unis. Au moins 30 soldats des forces spéciales américaines ont participé à cette opération. Le Pentagone et les Kurdes affirment qu'une vingtaine de djihadistes de l'EI ont été tués dans ce raid. 6 autres ont été capturés. Une mission qui aura coûté la vie à un militaire américain, le premier à être tué sur le sol irakien depuis 2011, mais aussi la première victime américaine lors de combats avec l'État islamique. Une opération qui marque une rupture avec le mode d'action habituel de l'armée américaine. Depuis un an, les États-Unis n'ont effectué en effet que des frappes aériennes sur cette zone de combat. Ces tentatives de sauvetage sont rares et ce raid souligne la détermination des combattants kurdes à lutter contre l'État islamique. Les Kurdes qui sont un allié incontournable de la coalition menée par les États-Unis dans la lutte contre Daesh qui contrôle une large partie du territoire irakien. Plus d'1 millier de personnes dans les rues de Marseille aujourd'hui pour condamner la vague d'attentats actuels en Israël, mais aussi dénoncer l'agression antisémite de 3 personnes. C'était hier matin dans cette même ville de Marseille. L'un d'entre eux a même été poignardé par un homme qui a ensuite été interné. On est justement en ligne avec bien l'une de ces 3 victimes. Eliav, bonsoir, vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment s'est passée cette agression antisémite? Pour vous, ça ne fait aucun doute? Bonsoir, déjà. Oui, c'est sûr à 100% même que c'était une action antisémite. Parce que, déjà, en fait, devant nous, il y avait des personnes. Enfin, si
cet homme voulait agresser quelqu'un juste pour agresser quelqu'un. Enfin, il y avait plein de gens autour de nous. Et enfin, il y avait des gens devant nous. Et il est passé devant ces personnes-là, il les a même pas regardées. Et en fait, c'est dès qu'il nous a vus à nous, notamment moi, j'avais ma kippa sur la tête. Et il y avait mon père aussi qui avait son chapeau. Et l'ami de mon père qui avait sa kippa aussi. Je pense que c'est dès qu'il a vu ça que ça lui est monté au cerveau comme ça et qu'il nous a attaqué d'un seul coup. Est-ce que, puisque la police a parlé de l'acte d'un déséquilibré, est-ce que vous avez eu l'impression, Eliab, d'être face à un déséquilibré hier? Pas du tout. Alors réellement pas du tout. On était plus face à quelqu'un qui avait vraiment une haine plus que quelqu'un qui était déséquilibré. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Est-ce que tout cela, à votre avis, a un lien avec ce qui se passe actuellement en Israël, ou est-ce que c'est lié à la vague d'antisémitisme qui est en France, évidemment, en train de prendre de l'ampleur? Je ne sais pas si c'est réellement lié à ce qui se passe actuellement en Israël, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est lié à cette vague d'antisémitisme qui est actuellement en France. Comment tout cela vous mit fin à cette agression? Il y a eu quelqu'un qui s'est manifesté? Comment tout cela s'est-il terminé? Une fois que la personne en fait nous avait poignardé, donc l'ami de mon père, on a marché pour chercher une pharmacie pour pouvoir le soigner, et donc on a eu le temps d'aller en fait au final jusqu'à la synagogue. Et arrivé là-bas, il y avait donc l'armée, et l'armée qui a appelé les pompiers, la police. Et en fait, moi j'ai fait la description de l'homme qui nous avait donc attaqué, et la police avait au même moment, enfin quelques minutes dans les minutes qui suivent, avait arrêté quelqu'un justement, et la description qui correspondait, et donc il a fallu que que je vérifie si c'était la bonne personne, et donc c'est comme ça en fait qu'il a été arrêté. Est-ce que le climat aujourd'hui pour vous est devenu beaucoup plus difficile pour les Juifs en France et par exemple à Marseille? En vérité, avant que ça m'arrive, je me sentais pas réellement en insécurité. Enfin, j'ai toujours marché dans la rue. J'ai toujours marché dans la rue avec ma kippa sur la tête. J'ai jamais eu de problème. Vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu ça, depuis que j'ai vu ça comme ça, que j'ai vu de mes yeux un acte comme ça, je me sens pas en insécurité, mais je suis un peu plus sur mes gardes parce que ça me fait un peu peur, quoi. Quand on le vit, ça fait un choc, quoi. Merci beaucoup Eliab pour ce témoignage. Je rappelle donc que vous avez été victime avec deux autres personnes, dont une qui a été poignardée hier de cette agression antisémite à Marseille. Et l'auteur a été interpellé, vous nous l'avez dit, peu après. On va se retrouver dans un instant pour la suite de l'information et notamment un débat sur l'esplanade du Mont du Temple. Ces nouvelles mesures annoncées par Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie. À tout de suite. Israël et la Jordanie d'accord pour préserver le statu quo sur le mont du Temple et la mosquée Al-Aqsa, mais les Palestiniens, eux, se montrent sceptiques ce soir. Les attaques anti-israéliennes se sont poursuivies aujourd'hui avec 2 blessés lors d'attaques au couteau. Un citoyen arabe israélien a réussi à passer en Syrie en parapente pour aller rejoindre les groupes djihadistes. L'armée israélienne a même été mobilisée la nuit dernière pour tenter de l'intercepter. Et puis un sommet européen ce soir face à la crise des migrants. Objectif, couper la route des Balkans, totalement saturée par l'afflux de réfugiés. On était à Marseille il y a un instant à propos de cette agression antisémite. Et puis il y a également cette fusillade qui laisse penser à un énième règlement de compte lié à la drogue dans les quartiers nord de la ville. 3 personnes, dont 2 adolescents de 15 ans, ont été tués à l'arme automatique la nuit dernière dans une cité. Julia Ganancia. La fusillade a eu lieu au pied de cet immeuble, en face de l'entrée de la cité. Il est 2h30 du matin quand un homme de 24 ans et 2 adolescents de 15 ans sont abattus dans la cage d'escalier de l'immeuble par des armes automatiques. Les tirs proviennent de 2 voitures à l'extérieur du bâtiment. L'hypothèse de meurtre lié au trafic de stupéfiants est à ce stade privilégiée par les enquêteurs.
Je n'ai aucun élément qui puisse me laisser penser que ce soit des dommages collatéraux. Voilà, je ne peux pas vous le dire plus clairement. Il se trouvait à un endroit sur le site du point stup. Voilà, on n'a aucun élément qui nous laisse à penser qu'il ne soit pas impliqué dans le trafic de stupéfiants. Maintenant, encore une fois, moi, c'est vraiment... Là, ce que je vous livre, c'est une impression. C'est l'enquête judiciaire qui le confirmera ou pas. L'une des victimes, le majeur, était connue des services de police, mais les deux mineurs étaient peu connus. Peu après le drame, 2 véhicules brûlés ont été retrouvés à Gardanne, à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille. Ce dimanche, les habitants fuient les caméras. Face aux journalistes présents, c'est l'omerta. Vous avez peur pour votre famille? Bien sûr. Parce que ma fille, elle va là à côté. Ne parle pas ce qui s'est passé, ne parle pas. C'est ce qui s'est passé. Vous parlez des petits enfants. Non, il parle pas de ça. Je parle de mes enfants. Avec les CRS ou pas? Oh, je parle de mes enfants, je parle pas des enfants. La cité des Lauriers est connue comme une plaque tournante du trafic de drogue à Marseille. En mai, elle a déjà fait l'objet d'une vaste opération policière mobilisant quelques 300 policiers. Une vingtaine de personnes avaient alors été arrêtées. Jérusalem donc et l'esplanade du Mont du Temple, on vous parlait tout à l'heure évidemment de ces mesures annoncées par Benyamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie pour tenter de désamorcer la crise. La plus spectaculaire, eh bien, c'est la mise en place de dizaines de caméras de vidéosurveillance, cette fois sur l'esplanade pour eh bien, s'assurer que le statu quo est bien préservé de part et d'autre. On va parler de ces mesures et de cette situation d'ailleurs avec nos invités. Bonsoir à vous David Temstedt. Vous êtes membre du parti Chasse, bonsoir, qui est l'un des partis membres de la coalition de Netanyahou, parti religieux. Et Laurent Siget, bonsoir, membre du parti Yesh Atid. Merci d'être là. Alors, d'abord David Temstedt, est-ce que vous trouvez que Netanyahou a pris les bonnes décisions et que ce statu quo, lorsqu'il résume la situation en disant les musulmans vont prier sur l'esplanade, mais les autres, les juifs notamment, eh bien, ne font que visiter, ça correspond à la situation que vous trouvez aussi normale ? Alors, la situation normale, c'est beaucoup dire, mais Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a pris effectivement la bonne décision. C'est-à-dire que dans des situations dans lesquelles on est, il faut essayer de calmer le jeu, comme on dit. Donc calmer le jeu, c'est un peu ironique, parce qu'il s'agit ici d'un jeu de vie et de mort. Il y a des personnes qui sont ici en permanence, nous, citoyens israéliens, nous, citoyens de Jérusalem, nous, habitants de Jérusalem, on est en permanence sur l'eau qui vive, on est effrayés, on se demande ce qui va se passer. Donc il y a effectivement un climat de guerre, presque de couvre-feu, la semaine dernière. Donc à ce moment-là, effectivement, Benjamin Netanyahou a raison. Céder du terrain de dire que le statut va changer, ce serait une erreur. Dire le contraire, ce serait accentuer finalement l'excitation et peut-être la provocation dont se revendiquent les intégristes musulmans, ou dont les intégristes musulmans essayent de récupérer cela pour traduire cette fréquentation, on va dire, très faible de quelques personnes qui montent sur le mont du Temple, utiliser cela pour transformer cela en une guerre de religion. Donc oui, Benjamin Netanyahou a raison de garder le statu quo, mais il faut essayer de parler, ce qu'on va essayer de faire maintenant, je pense, de parler du problème du fond. Qu'est-ce qui se passe exactement, comment ça a commencé, et quel est l'enjeu de la montée sur le mont du Temple. Alors justement, ça, on va vous interroger là-dessus. Un mot, Laurent Siget, après on ira à Jérusalem. Le parti Yesh Atid va rejoindre pour une fois le parti Chasse, c'est quand même assez... Non, je suis partiellement d'accord avec mon ami David Temstedt qu'effectivement, la décision était bonne. Ce qui est dramatique avec ce Premier ministre, en fait, c'est qu'il ne prend des bonnes décisions que sous pression. C'est dommage qu'on ne prenne des bonnes décisions, entre guillemets, que lorsqu'il y a une situation qui devient dramatique. Le fait d'avoir... bon, évidemment, je ne justifie pas les Palestiniens parce que je ne suis pas pro-palestinien, mais bien pro-israélien. Ce qui se passe actuellement sur le mont du Temple, c'est qu'il y a eu un changement qui a été de facto fait par les membres les ultranationalistes juifs qui, jusqu'il y a quelques années, étaient une petite dizaine à monter prier sur le mont du Temple et qui, au fur et à mesure de la mollesse de ce gouvernement et du manque de fermeté envers ces extrémistes, on les a fait passer de 10 par jour à 700. Ce qui, évidemment, 700, vous pensez quand 700 personnes viennent prier sur le mont du Temple, ça ne passe plus inaperçu. Les 10, ça passait inaperçu, les 700, ça ne passe plus. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment... ce qui est dramatique, c'est que maintenant, en plus, il est arrivé à un accord avec la Jordanie, on pouvait le faire il y a plusieurs mois, et que maintenant, en plus, on va installer des caméras pour s'auto-justifier. Ça prouve que ce gouvernement a d'une faiblesse. Imaginez-vous que depuis 1967, nous sommes le Waqf, en fait, qui est le vrai possesseur c'est celui qui détient la clé du mont du Temple. En fait, maintenant, il nous a mis à terre, quoi.
pratiquement les Palestiniens ont réussi à mettre ce gouvernement à genoux. Et lorsqu'on arrive maintenant à des décisions qui sont soi-disant des bonnes décisions, c'est parce qu'il y a eu la pression de ces attaques et c'est très 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 mauvais pour la suite. C'est très mauvais. Alors, vous restez là tous les deux, évidemment. On se rend à Jérusalem où nous attend Ophir Zalzberg, qui est chercheur spécialiste du Moyen-Orient et de cette question justement de Jérusalem. Bonsoir Ophir Zalzberg. Alors vous aviez prévu en quelque sorte que la situation allait dégénérer à propos du mont du Temple et entraîner cette vague. Ça ne vous a pas surpris finalement tout ce qui s'est passé là ? Ça ne nous a pas surpris parce qu'on a vu côté israélien, comme vous avez parlé maintenant, et une montée dans le nombre de juifs religieux qui monte, mais surtout un activisme politique sans précédent dans la Knesset, dans les ministères des Affaires religieuses, etc. Les gens qui proposaient très explicitement de changer le status quo, de permettre aux juifs de prier là-bas, de laisser plus de portes pour les non-musulmans d'entrer à l'esplanade, etc. Et on a vu la réaction côté palestinien. Et c'est qu'Israël a vu comme des moyens de défense, de sécurité par exemple, c'est-à-dire limiter l'entrée des musulmans en dessous de 40 ans, était vu côté palestinien comme un punissement collectif et pas comme la dissuasion. Et on a vu qu'en gros, les Palestiniens interprétaient les initiatives, disons, de la droite israélienne comme une étape vers la division de l'esplanade, de la mosquée, avec de temps de prière séparés pour les juifs et les musulmans. Et après des siècles et des siècles que le site était qu'une mosquée. Et voilà, et on a parlé avec des jeunes, etc., qui disaient on est prêt à mourir pour défendre la mosquée et personne n'agit. Et eux, ils ont regardé autour et ils disaient voilà, la Jordanie fait autre chose, l'Arabie Saoudite fait autre chose, chacun est impliqué, si c'est la Syrie, si c'est, il n'en manque pas de crise régionale actuellement. Et donc ils disaient, et l'autorité palestinienne ne fait rien, elle ne peut pas agir à Jérusalem-Est. Et voilà, ils ont pris les choses dans leurs mains, c'est ça qu'ils pensent, avec toutes les conséquences qu'on voit. Et donc une vraie escalade, que tout le monde paye le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, Ophir Zalzberg, avec ces mesures annoncées, on va assister à la fin de la crise ou est-ce que ça va recommencer dans quelques temps encore ? Je pense que c'est une étape positive, mais elle ne va pas suffire pour nous amener vers la fin de la crise. Parce qu'en fait, il y a d'autres raisons actuellement pour la crise. Ça a pris une ampleur plus importante. Et concrètement, côté palestinien, l'impression est que la violence des colons n'est jamais punie à Israël. Et c'est vrai que c'est difficile de montrer des décisions dans la cour où les colons étaient condamnés, surtout les cas brutaux comme la famille d'Abché ou le gamin Abourder à Jérusalem-Est qui était brûlé en vie. Et aussi pour eux, le fait qu'il n'y a pas un prospect d'avenir, qu'ils ne voient pas comment, peut-être progressivement, mais il y aura fin à la contrôle israélien de territoire. Ça anime toujours la violence. Ce n'est pas que l'esplanade. Par contre, l'esplanade, résoudre ça, c'est nécessaire pour rétablir le calme. Et là, on a vu quand même une mesure positive. Elle est partielle. Elle est partielle parce que les moyens de vérification, les caméras, c'est que ce qu'il y a au-dessus de l'esplanade, sur l'esplanade. Mais comme vous savez, Raed Salah, le mouvement islamiste et d'autres accusent Israël de creuser en dessous de la mosquée. Et ça, on ne voit pas encore la vérification, etc. Donc on entend déjà des Palestiniens qui se plaignent. Et deuxièmement, on voit que c'est partiel parce qu'en fait, peut-être ce n'était pas publié, mais pour le moment, on ne voit pas comment Netanyahou et Abdallah vont résoudre la vraie différence entre eux, qui est qu'est-ce qu'on fait quand un jeune Palestinien jette des pierres, etc., contre la police israélienne. Est-ce qu'Israël a le droit de limiter l'accès de jeunes Palestiniens, tout jeune Palestinien, à la mosquée, comme dit Netanyahou, parce que pour lui, il dit, et en juste raison, que le status quo, la libre accès à tous fait partie du status quo, ou est-ce que c'est la position du roi Abdallah, qui est, comme il y a la libre accès à tous, on ne peut pas prévenir à tous les jeunes Palestiniens d'entrer quand il y a la violence qui est commise par certains. Et là, je ne vois pas qu'ils ont progressé beaucoup, on va voir, il faut suivre dans les jours qui viennent. Et finalement, il y a l'aspect de la conscience de chaque peuple. Et je vais juste dire une chose, on voit qu'en gros c'est un accord jordano-israélien et les Palestiniens sont exclus. Et donc, comme c'est eux qui perpètrent la violence, pour le moment je ne vois pas que ça les calme. L'OLP critique l'accord avec les caméras, etc., comme si c'était une piège. Et surtout les gamins ici à Jérusalem-Est qui ne respectent personne chez eux, aucun leader.
pour eux, c'est pas assez parce qu'ils ne font pas confiance aux Jordaniens non plus. Et donc, je pense que c'est une étape importante. Il faut voir sur les sites internet, etc., qu'il n'y a pas de juifs qui prient, qu'il n'y a pas de non-musulmans qui prient, d'ailleurs chrétiens, etc. Et que s'ils prient, ils sont enlevés du site. Mais c'est plus large et donc, pour le moment, à mon avis, pas suffisant. Merci Ophir Zalzberg, chercheur, spécialiste donc, du Moyen-Orient, d'avoir été en direct de Jérusalem. Retour ici en studio. Vous allez pouvoir maintenant aussi donner votre avis. Juste avant, quand même, David Temstedt, d'un point de vue religieux, pourquoi est-ce que pendant tant d'années, c'était interdit d'y aller par les rabbins, et pourquoi d'un coup, on a décidé que c'était possible pour des juifs d'aller prier sur ce lieu saint qu'est l'esplanade du Mont du Temple? Oui, alors effectivement, il faut rappeler qu'en 1967, lorsque les soldats du général Motagour sont arrivés donc au Kotel, au mur occidental, et qu'on a récupéré finalement l'autorité sur l'esplanade du Temple et le mur occidental, le Kotel HaMaaravi comme on l'appelle. Bon, ensuite, il y a eu un accord entre Israël et la Jordanie avec Vax qui gère effectivement l'accès au mont du Temple accompagné des soldats israéliens. Bon, il faut savoir qu'en 70, en 80-90, monter au mont du Temple, ça intéressait presque personne. Effectivement, cette question n'était pas posée. Très peu de gens y montaient. On disait que c'était interdit. Pas un lieu d'actualité. Donc effectivement, vous faites bien de le rappeler, nous le parti chasse, qui est parti religieux, parti orthodoxe, la grande majorité des rabbins interdit d'un point de vue halachique de monter sur l'esplanade du mont du Temple. Certains rabbins, une petite minorité du monde, ce qu'on appelle religieux sioniste, autorisent à monter sur le mont du Temple à condition, bien évidemment, d'une préparation préalable, d'une purification parfaite, sans séparation, dans un mikvé, dans un bain rituel, avant de monter sur l'esplanade du mont du Temple. Mais il faut savoir, et là c'est important de le dire, sur 2,5 millions à peu près de visiteurs du mont occidental, du Kotel HaMaaravi, il y a simplement 10 000 personnes qui montent sur l'esplanade du mont du Temple durant un an. Donc il s'agit ici d'une très petite minorité. Combien de juifs concrètement veulent monter sur l'esplanade du mont du Temple? Il s'agit ici d'une petite minorité. Pourquoi? Parce que la majorité des rabbins orthodoxes et même l'autorité du monde sioniste, le rabbin Avraham Yitzhak Kook, lui-même interdit de monter sur l'esplanade du mont du Temple aujourd'hui, tant que le Mashiach n'est pas revenu et donc il n'y a pas la révélation. Mais en tout cas, ce qui est important de dire ici, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Netanyahou a rappelé le statu quo et on va installer des caméras pour voir effectivement ce qui se passe sur l'esplanade du mont du Temple. Il faut bien entendre, aujourd'hui, qu'est-ce que le statu quo? Le statu quo, c'est que les musulmans ont le droit de monter sur le mont du Temple et de prier sur le mont du Temple. Les juifs qui veulent monter sur le mont du Temple, accompagnés de soldats israéliens et des soldats palestiniens, d'une surveillance, ont le droit simplement de s'approcher, de faire une visite, mais n'ont pas le droit de s'arrêter ni de prier. Ce qu'on appelle provocation, c'est quand les musulmans voient des juifs monter et finalement dire quelques mots, voire quelques mots sortir de leur bouche, et qui caractérisent ça comme une prière, et pour eux, c'est un prétexte pour expliquer et de dire que les Juifs veulent reconstruire le troisième temple et donc veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Il faut bien entendre la chose suivante. La Cour suprême, le Bagatz, qui est d'habitude de gauche, le Bagatz n'est pas de gauche, le Bagatz est la Cour suprême qui en général... général... ce que vous considérez comme gauche. Tout le monde est à votre gauche. Oui, la Cour suprême... Non, Jean-Jacques est à ma droite. La Cour suprême elle-même a effectivement expliqué qu'il est autorisé, d'après le statu quo, pour un juif de monter avec un drapeau israélien. Ce qui est interdit aujourd'hui par la police israélienne, parce qu'ils ont compris, et la police israélienne préfère maintenir une paix, plutôt que de laisser s'exprimer certains, on va dire, jeunes qui veulent monter avec un drapeau sur le mont du Temple, et générer ici une excitation ou une provocation, comme ils le disent. Donc cela est permis par la Cour suprême, mais interdit de façon, on va dire, dans la vie de tous les jours, par la police israélienne. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. Moi, mon parti... Mes rabbins, les autorités spirituelles que je suis interdisent l'accès au mont du Temple. Donc, on n'a aucune intention ni aucune volonté de monter sur le mont du Temple actuellement. Donc, tant que le Messie n'est pas revenu. Okay. Mais ceci dit, c'est important de le dire, il faut savoir qu'effectivement, le statu quo, c'est le moindre mal. Mais il faut bien aussi entendre que ce n'est pas par la violence que l'intégrisme musulman va obtenir quoi que ce soit de l'État d'Israël et des Israéliens. On ne peut pas, au nom de la violence, le problème, c'est que par la violence, ils obtiennent toujours tout. On ne peut pas, au nom d'une soi-disant provocation des gens qui montent sur le mont du Temple et qui veulent dire quelques mots, qui veulent laisser quelques mots sortir de leur bouche, prétexter au nom de cela qu'on a le droit de faire des attentats, on a le droit d'être un terroriste, on a le droit de poignarder des gens dans la rue. Ou d'interdire là, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami, parce que en fait, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, lorsque vous avez un interlocuteur avec lequel vous pouvez avancer, en général, on ne veut pas, mais en général, les gouvernements de droite, ce sont toujours ceux qui libèrent les terroristes, les gouvernements de droite, ce sont toujours ceux qui, sous la pression, dès qu'il y a une situation de sécurité qui devient dramatique, qui cèdent. Ce qu'il a fait aujourd'hui, on aurait pu y arriver il y a
a 6 mois. On n'a pas besoin de 30 ou 40 morts. Il a rappelé statu quo, il a installé des caméras pour prouver au monde entier ce qui se passe sur le monde du temple. Justement, et il s'est assis enfin avec le roi de Jordanie pour enfin montrer qu'il y avait un certain dialogue. Mais le problème, il est au-delà du problème religieux. Il faut d'abord faire tout pour éviter que le problème ne devienne religieux. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut faire. Néanmoins, et là je ne parle pas en tant que membre de mon parti Yesh Atid, parce que je suis en porte-à-faux tout à fait avec la position de mon parti. Moi, je pense qu'on va devoir arriver sur Jérusalem à un accord qui sera totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, je ne sais pas combien de gens qui nous regardent ont vu la différence entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Il va falloir faire un changement de statut, à mon sens, et des résidents de Jérusalem. Ce que disait le spécialiste qui parlait avant, c'est qu'en fait, tous ces jeunes ne se reconnaissent ni dans l'autorité palestinienne, ni dans la Jordanie, qu'ils sont indépendants, qu'ils n'ont pas non plus de perspective d'avenir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a unifié cette ville de Jérusalem, on ne l'a pas vraiment unifiée. On l'a unifiée de façon... géographique, mais on ne l'a pas unifié de façon économique, on ne l'a pas unifié de façon sociale, on ne l'a pas unifié du point de vue des infrastructures. Nous avons en fait 2 Jérusalem qui se côtoient, une Jérusalem juive et riche potentiellement, et une Jérusalem, lorsqu'on va à Jérusalem-Est, moi j'y étais la semaine passée, qui ressemble à un camp de réfugiés. Bref, ce qu'il faudra faire, si on veut vraiment... Moi je me suis basé, et j'ai lu quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il y a un institut qui s'appelle l'INSS, l'Institut des recherches stratégiques, et de sécurité, qui en fait... il y a un homme qui ne peut pas être accusé d'être un grand gauchiste puisque c'est un ancien général de l'armée qui était responsable de la stratégie à l'intérieur de Tsahal et qui a écrit un rapport sur Jérusalem-Est et qui dit que c'est très simple. Si nous voulons garder Jérusalem-Est ou essayer de garder Jérusalem-Est sous la souveraineté israélienne, il va falloir investir beaucoup d'argent dans les infrastructures, dans les écoles. Vous rendez-vous compte que ces gens sont citoyens israéliens, n'étudie pas, ça c'est la faute encore à vos gouvernements, à vous précédents, n'étudie pas les programmes israéliens, ils étudient d'après les programmes jordaniens. Ils votent pour l'autorité palestinienne, mais pour ce qui est sécurité sociale, avantages fiscaux, travail, ils sont israéliens. Vous imaginez-vous, ils sont résidents, ils ne sont pas citoyens, c'est vrai, ils ne sont pas citoyens, mais il y a chez eux une volonté d'un côté d'être israélien, parce que lorsque vous promenez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur à Jérusalem-Est, il y a des files de Palestiniens pour devenir israéliens. Donc il y a une vraie volonté d'être à l'intérieur de Jérusalem-Est, et d'un autre côté, nous n'avons rien fait pour que ces gens soient vraiment intégrés. Alors il faut arrêter cette schizophrénie politique, et il faut décider une fois pour toutes. Si on les veut à l'intérieur, on investit, et si on ne les veut pas à l'intérieur, on s'en débarrasse. S'en débarrasser, ça veut dire on leur fait renoncer à leur citoyenneté et on tire un trait au milieu de Jérusalem. C'est possible, tout est possible. C'était jordanien avant, nous l'avons annexé, mais nous n'avons pas été jusqu'au bout de cette annexion. Vous seriez prêt à renoncer à la souveraineté sur l'esplanade? Ah non, moi non plus. Ah non, j'ai pas parlé de ça. J'ai parlé en disant Jérusalem-Est, il y a 2 choses différentes. Il y a l'esplanade, il y a un accord qui doit être un accord sur les lieux saints, qui est un accord séparé, et puis un accord sur les villages, sur tous les villages de Jérusalem-Est. Je crois que le débat ce soir, c'est l'accès à l'esplanade du mont du Temple, renoncer à notre autorité dessus en aucun cas, mais ce qu'il faut, et ce qui est important de dire ce soir, c'est que Raed Salah, leader islamiste qui appuie Mahmoud Abbas, finalement essaie d'utiliser en fait cette agitation autour du mont du Temple. Mahmoud Abbas, il appuie le Hamas à Gaza. Il n'est pas proche de Mahmoud Abbas, loin de là, il est proche du Hamas à Gaza. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est qu'ils utilisent cette agitation autour du mont du Temple pour essayer de créer une pseudo-guerre de religion et exciter des jeunes sans espoir pour y pousser à faire des attentats et créer ici un désordre général et un chaos. Tout à fait. Alors, je rappelle à David Timsit qu'il est au gouvernement et que si vous voulez mettre hors la loi le mouvement islamiste du Nord, qui est un mouvement israélien, où il suffit de demander à votre leader de le demander au gouvernement, et vous êtes tout à fait... C'est ce qu'il a fait, et vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Allez, pour une fois, jusqu'au bout de ce que vous dites. Ne dites pas simplement des choses, faites des choses. Ça changera. Ce qui est important, c'est de rappeler à l'opinion publique, et c'est ce qu'a fait M. Netanyahou ce soir, et c'est ce qui va être fait avec les caméras, c'est de voir effectivement ce qui se passe sur l'esplanade du mont du Temple, de voir qui crée l'agitation, qui crée les violences, où est-ce que ça commence, et comme ça on pourra prouver au monde entier que nous, peuple d'Israël, nous Israéliens, on vit ici, on veut vivre en paix avec nos frères musulmans. On sait qu'il est possible de vivre en paix avec nos frères musulmans. Simplement, il faut que quand il y a des actes de terrorisme, quand il y a une propagande anti-israélienne, elle soit dénoncée comme il se doit, que la vérité soit dite clairement dans le monde entier et qu'on puisse comme ça arrêter ces mouvements terroristes, le Hamas, Daesh et arrêter de façon
avec toute la force nécessaire tous ces partis terroristes. Je suis content que M. Netanyahou revienne enfin à la réalité, qu'il ait quitté les années 30 et 40 et qu'il revienne dans les années 2015. Ça nous permettra de résoudre les problèmes en Israël. Merci Laurent Siget, merci à vous David Temstedt. La Syrie, à présent on y revient avec de nouvelles élections qui pourraient être organisées, mais après la fin de la guerre civile. La Russie en tout cas pense avoir convaincu Assad de les organiser, mais le problème c'est que les Américains et leurs alliés, eux, ne veulent pas d'avenir politique en Syrie avec Assad. Léa Volbert. Chaque jour comporte son lot de rencontres diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit syrien. Ce dimanche, Bachar al-Assad recevait une délégation de diplomates russes, pendant que John Kerry participait à une réunion en Arabie Saoudite, membre de la coalition internationale. Les discussions ont tourné autour de la façon dont nous allons parvenir à une solution souhaitée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, grâce à la mise en œuvre des principes de Genève 1. Nous voulons la formation d'un comité de transition du pouvoir en Syrie afin d'élaborer une nouvelle constitution et préparer le pays à des élections sans Bachar el-Assad. Voilà les positions communes des deux pays. Samedi, Sergei Lavrov et John Kerry se sont entretenus au téléphone. Selon un communiqué, le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue américain ont évoqué les modalités d'organisation d'un processus politique entre le gouvernement syrien et l'opposition. Mais Washington reste ferme sur la question. La transition politique doit se faire sans Bachar al-Assad. Réponse de Moscou, une proposition d'organisation d'élections présidentielles ou législatives. Le principal enjeu est la lutte et la victoire contre le terrorisme. Et après, ce sont les élections législatives ou présidentielles. Mais nous devons avant tout rétablir la paix en Syrie. Les groupes rebelles balayent d'un revers de main cette proposition d'élection. Une énième tentative de contourner les demandes du peuple syrien, selon le représentant de la coalition de l'opposition. Élection législative en Pologne aujourd'hui avec un changement important attendu à la diète. Le Parlement polonais poussé des conservateurs catholiques annoncés en raison évidemment de la crainte que suscite actuellement la crise des migrants à travers tout le continent. Julia Ganancia. Les Polonais votent pour renouveler leur Parlement. L'issue du scrutin devrait marquer l'arrivée au pouvoir des conservateurs catholiques et populistes, battant les libéraux centristes au pouvoir depuis 8 ans. Mais à la sortie du bureau de vote, les électeurs ne se font pas d'illusions. Je pense que les classes sociales les plus pauvres ont le plus de raisons d'être déçues par le gouvernement sortant. Je pense qu'il faudrait davantage aider ces personnes. Les principaux partis politiques se sont lancés dans une course aux promesses électorales populistes et j'en ai assez. Personne ne dit d'où on prendra l'argent pour les réaliser, mais chacun sait comment on va le dépenser. Le scrutin est aussi l'occasion d'un duel entre deux femmes. L'actuel Premier ministre libéral Eva Kopax et sa rivale conservatrice Beata Szydło, la favorite. Surfant sur une vague de promesses populistes et la peur des migrants, le parti Droit et Justice séduit de plus en plus de Polonais. Nous défendrons toujours sur la scène européenne et internationale les intérêts économiques de la Pologne, les agriculteurs polonais ainsi que les citoyens polonais. En même temps, nous respecterons tous les accords que nous avons signés ou auxquels nous avons donné notre aval. Derrière cette députée discrète et au départ peu connue du grand public, le succès électoral de Beata Szydło marquerait surtout le retour de Jarosław Kaczyński dans la sphère du pouvoir. Premier ministre de 2006 à 2007, il avait formé avec son frère jumeau Lech, alors président de la République, un duo remarqué. En tant que président du parti Droit et Justice, Jarosław resterait en arrière-plan cette fois-ci, tout en ayant son mot à dire sur la politique du gouvernement. Après 8 ans dans l'opposition, le parti Droit et Justice a déjà amorcé son retour au pouvoir avec en mai dernier l'élection à la présidence de la République d'Andrzej Duda, ancien conseiller juridique de Lech Kaczyński. Si le parti Droit et Justice gagne, alors il se passera en Pologne exactement la même chose que ce qui se passe en Hongrie depuis 6 ans. Le parti au pouvoir va placer ses hommes dans chaque sphère de sa vie publique pour tout contrôler. Si la victoire du parti Droit et Justice semble assurée, sa capacité à obtenir une majorité est plus incertaine. Seule certitude, une femme sera de nouveau à la tête du gouvernement polonais. Et justement, vient de commencer à Bruxelles un sommet européen extraordinaire pour tenter d'endiguer cette vague de migrants, notamment Léa Berdugo, bonsoir, eh bien, à travers la fameuse route des Balkans. Exactement, les mots sont forts, l'Europe fait face à un défi exceptionnel selon certains dirigeants. Alors l'objectif de ce mini-sommet est donc d'essayer
une nouvelle fois de trouver une réponse commune à cette crise, car selon la Commission européenne, eh bien, il existe un besoin de coopération et d'action opérationnelle immédiate pour les pays situés sur la route des Balkans de l'Ouest. Car vous pouvez le voir sur ces images impressionnantes, des centaines de migrants attendent dans un champ en Slovénie avec la frontière croate. Alors les migrants, après que la Hongrie a fermé ses frontières avec la Croatie, eh bien, se sont dirigés vers la Slovénie. On parle de 10 000 migrants qui occupent des camps de fortune, souvent en plein air. Alors pour ce sommet, les chefs d'État ou de gouvernement de 10 États membres se sont déplacés, ainsi que 3 autres pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, l'Albanie, la Macédoine et la Serbie. Le Premier ministre slovène a lui fait une mise en garde. Je vais faire tout mon possible pour assurer la sécurité en Slovénie, car nous courons actuellement un grand risque. Et ceci n'est pas la méthode européenne. Et comme je l'ai dit, l'Europe est en jeu. Et si nous ne faisons pas tout notre possible ensemble pour trouver une solution commune et l'appliquer, alors ceci est le début de la fin pour l'UE et l'Europe en tant que telle. Voilà, et l'Europe qui fait ce soir, Léa, 16 propositions pour juguler cette crise. Exactement, car la situation politique est extrêmement tendue. Les pays des Balkans craignent que les migrants ne s'installent définitivement chez eux. Ils font donc monter la pression. Ils disent que si d'autres États fermaient leurs frontières, comme l'Allemagne par exemple, eh bien, ils feraient de même. Alors parmi les mesures préconisées par la Commission européenne, un renfort de douaniers pour faire respecter les frontières. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a également exhorté les pays des Balkans à mettre un terme à la politique du laissez-passer. Et la chancelière allemande, Angela Merkel, a, elle, répété que l'aide d'Ankara était nécessaire. Merci Léa Berdugo. Voilà donc pour ce sommet qui commence. Nouveau journal dans un instant avec Daniel Atlan. Nous on se retrouve dans 10 minutes pour la suite du grand direct. On ira notamment en Argentine et à Jérusalem. À tout à l'heure. Retour du grand direct et l'Argentine qui s'apprête donc à tourner ce soir une page politique importante de son histoire. L'élection présidentielle aujourd'hui, premier tour, qui va marquer, quoi qu'il arrive, la fin de l'ère Kirchner, le couple présidentiel qui a dirigé le pays tour à tour pendant 12 ans, va devoir laisser la main. Et c'est en principe un candidat du centre-gauche qui est le grand favori de cette élection. Peut-être même l'emportera-t-il dès le premier tour. Léa Volbert. C'est bien la fin du règne Kirchner, marqué par les élections présidentielles qui ont lieu en Argentine ce dimanche. Après 12 ans au pouvoir, Néstor Kirchner et sa femme Cristina sont relégués au second plan de la scène politique pour laisser place au nouveau leader de centre-gauche, Daniel Scioli. Les derniers sondages le donnent largement gagnant. Cet ancien pilote de course offshore devance d'environ 10 points son concurrent le plus dangereux, Mauricio Macri, maire de Buenos Aires depuis 2007. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas de croissance, pas de nouvelles opportunités. Nous allons remettre le pays en marche. Comment ? En lançant le plus important plan d'infrastructure de l'histoire. Mauricio Macri plaide pour une économie libérale, débarrassée du protectionnisme de l'ère Kirchner et de ce qu'il appelle la culture des allocations et des subventions. Des aides sociales pourtant très populaires auprès des Argentins. Lors d'un meeting jeudi soir, Daniel Scioli a d'ailleurs promis que s'il était élu, tous les salariés touchant moins de 3 000 € net par mois seraient exemptés d'impôt sur le revenu. Une mesure dont pourraient bénéficier près de 600 000 personnes. Les Argentins ne veulent pas revenir en arrière. Ils ne veulent pas tout recommencer. Ils ne veulent pas de dettes, de coupes budgétaires. Ils ne veulent pas que les variables de l'économie soient les vieilles recettes du passé. Ils veulent qu'à partir des victoires passées, nous continuions d'avancer. Le meilleur reste à venir. Pour remporter les élections dès le premier tour, l'un des candidats doit rassembler 45% des suffrages. Si ce n'est pas le cas, un second tour serait organisé le 22 novembre, un scénario qui semble peu probable. Alors, on va se rendre tout de suite à Buenos Aires, où se trouve notre correspondant en Argentine, Ryan Indy. Bonsoir, bonjour à vous, Ryan. Bonjour. Un mot d'abord sur cet homme qu'on présente donc comme le futur, sans doute, président argentin, Daniel Scioli. Qui est-il ? D'où vient-il ?
Alors oui, donc Daniel Scioli, c'est évidemment donc le grand favori sur ces élections. C'est l'ancien vice-président de Nestor Kirchner, donc le mari défunt de l'actuelle présidente, Cristina. Il est actuellement gouverneur de la province de Buenos Aires. C'est la province la plus peuplée du pays. Et son élection, signifierait évidemment la poursuite du modèle péroniste-kirchneriste après donc 12 ans de règne du couple Kirchner. Le candidat il bénéficie de la très solide base électorale des Kirchner et notamment de son outil de militance comme le groupe de la Cámpora. Et d'ailleurs, toute la campagne s'est basée autour du personnage de Cristina Kirchner qui, malgré son absence, continue à être la figure centrale de ces élections. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce n'est pas des élections qui ont particulièrement passionné les Argentins, puisque le vote des primaires au mois d'août a déjà placé Scioli largement en tête des élections, une avance confortable de presque 10 points sur son adversaire. Donc, a priori, c'est une élection sans trop de surprises. Alors les défis justement à relever pour l'Argentine aujourd'hui, défis économiques toujours parce que la situation, on va dire comparée à la grande crise des années 90 et jusqu'à 2001, s'est améliorée ou pas ? Alors je pense qu'il faut faire un bilan un petit peu de l'ère Kirchner là-dessus. Nestor Kirchner, quand il récupère le pays, on dit souvent qu'il a récupéré un pays en flammes. Il récupère en 2003 une Argentine qui a fait défaut, où se sont succédés 5 présidents en 2 ans. Et donc, il réussit à restructurer la dette, à rembourser le FMI, et il instaure une politique de protectionnisme économique. Cristina Kirchner continue sur la même voie, notamment avec la nationalisation de YPF, la compagnie pétrolière, et Aerolíneas Argentinas, la compagnie aérienne. Et donc, pendant plusieurs années, l'Argentine vit avec des taux de croissance aux alentours de 9%, 7%. Mais voilà, la chute des prix des matières premières et le coût des politiques sociales ont depuis beaucoup renversé cette tendance. Et le pays est aujourd'hui en panne économique et en proie à une inflation de plus de 30%. Donc évidemment, le principal défi du prochain président sera économique. Il faut trouver une solution pour sortir de la crise et notamment du contrôle des devises imposé par le gouvernement actuel. Mais surtout, le prochain président devra réussir à s'imposer sur la scène politique, accaparée par l'hyper-présence des Kirchner depuis 12 ans. Un mot sur le climat politique, Ryan, parce qu'on se rappelle il y a quelques mois du scandale de la mort du procureur Nisman. Ça aussi, c'est quelque chose avec lequel l'Argentine doit composer. Est-ce que le nouveau président peut changer les choses là-dessus ? Alors évidemment, le climat politique, il est très divisé puisque Cristina Kirchner, c'était une présidente omniprésente et donc du coup, d'ailleurs, toute la campagne s'est faite sur êtes-vous pour Cristina, donc pour suivre sur le modèle de Cristina avec Daniel Scioli, ou alors les 5 candidats de l'opposition font campagne en disant changeons. Donc évidemment, on est dans un pays qui est extrêmement divisé, même si, encore une fois, les Kirchner et le Front pour la Victoire bénéficient d'une solide base d'au moins, on l'a vu sur les sondages, il n'y a aucun sondage qui donne moins de 40% à Daniel Scioli. Un mot, parce que c'est une élection qui coïncidait avec la demi-finale de Coupe du Monde de rugby, qui tout à l'heure a été perdue par l'Argentine. Qu'est-ce qui passionnait plus les Argentins aujourd'hui, l'élection, aller voter, ou bien justement suivre ce match de rugby, qui n'est pas le sport principal quand même en Argentine? À mon avis, c'est... Ah, j'ai l'impression qu'on a eu un problème de liaison, malheureusement, avec Buenos Aires. On n'aura pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Argentine a perdu tout à l'heure contre l'Australie en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. On aura sans doute des résultats avec peut-être même, je vous le disais, une élection dès le premier tour pour le candidat Daniel Scioli, attendu donc la nuit prochaine. Peut-être donc le résultat dès demain matin pour nous, ici, de cette élection présidentielle. Merci à Ryan Indy, notre correspondant en Argentine. Malheureusement, la liaison s'est coupée prématurément. Retour en Israël, à présent à Jérusalem, scène de la vie quotidienne dans un bus qui traverse la ville d'est en ouest, et ce, en pleine vague d'attentats. Même si les choses se sont calmées depuis quelques jours, à Jérusalem, la tension n'en demeure pas moins palpable. Exemple sur cette ligne 78, où Juifs et Arabes font ensemble le même trajet. Dans quel climat ? Reportage tout de suite, Joseph Emmanuel. Bonjour, comment ça va? Tout va bien, merci.
Comme chaque matin, ce chauffeur vérifie son autobus avant d'entamer sa tournée. Particulièrement ces derniers temps, sur la ligne 78, où il y a exactement une semaine a eu lieu un attentat qui a coûté la vie à 2 personnes. Durant toute la journée, il y aura des soldats qui viendront prêter main forte pour la sécurité. Tu pourras les reconnaître à leur insigne. Ils sont là pour nous protéger. J'espère qu'on aura une journée sans problème. Bonjour. Bonjour. Bien, merci. Et toi? S'il vous plaît, c'est pour vous. La prochaine station. Tu descends et tu prends le suivant. Je te fais signe quand tu dois descendre. Comme aucune autre ville au monde, Jérusalem offre des situations paradoxales. Dans ce bus, le conducteur s'appelle Issa Abou Alaoui. Il est citoyen de l'est de la ville, ces quartiers d'où viennent la plupart des terroristes. Je ne suis pas spécialement ravi. De quoi? Du fait que le chauffeur soit arabe. La plupart des chauffeurs sont arabes et oui, c'est inquiétant. Il travaille, mais qui sait vraiment ce qui lui passe par la tête? Qui sait ce qui se passe en eux? Dans une période comme ça, on ne peut avoir confiance en personne. Ça peut venir d'un employé de la compagnie de bus, ça peut aussi être le chauffeur qui s'arrête soudainement et qui vient vers toi. Non, c'est pas le bus. Ah, il est derrière celui-là. Hey, comment ça va? Issa travaille dans la compagnie nationale depuis bientôt 15 ans. La ligne 78 traverse toute la ville. Issa connaît beaucoup des passagers journaliers. Depuis la vague d'attentats, les gens ont peur et parlent. Issa entend, mais il évite d'intervenir. C'est dans leur sang. Dans leur sang. Provoqué. Les Arabes ne comprennent qu'une chose, la violence. La paix, ils ne savent pas ce que c'est. Tu sais que le conducteur est un Arabe de Jérusalem-Est? Oui, c'est un type très sympathique, très agréable. Je le connais depuis très longtemps. Un type formidable. Je sais qu'il est arabe, mais il est merveilleux. Mon médecin aussi est arabe et génial aussi. Comment ça va? On fait un petit tour et on descend. Pas de problème. C'est vers la fin de la ligne que ces soldats montent pour inspecter une décision du gouvernement. Ils vérifient rapidement, puis repartent. Durant les 2 heures que nous avons passées dans le bus, ils ont été les seuls à assurer la sécurité. Les habitants de Jérusalem savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. J'ai sur moi une bombe lacrymogène. Je ne sais pas si ça me sauvera, mais j'aime croire que je pourrais aider quelqu'un. J'ai ça sur moi, mais je ne l'utilise pas. Et si un terroriste arrive maintenant, vous savez quoi faire? Bien sûr. J'ai aussi un sac très lourd. S'il se passe quelque chose, j'ai aussi mon sac avec la bouteille d'eau et le téléphone, c'est assez lourd. Pour le jeter sur le terroriste? Ici, voilà. C'est ici que ça s'est passé. Il y a exactement une semaine, un attentat s'est passé ici, à la limite du quartier juif Arman Natsiv et du quartier arabe de Jabal Moukaber. Depuis, des soldats montent la garde à la station, mais ça n'est pas certain que ça serve à quelque chose, à part offrir un sentiment de sécurité. Les habitants du quartier limitent le plus possible leur sortie, ils ne sortent que pour les choses très importantes. Pendant 2 semaines, je ne suis pas sortie. 2 semaines. Le jour de l'attentat d'Arman Natsiv, j'étais chez mon dentiste. J'ai entendu qu'il y avait eu un attentat. J'ai eu très peur. Je suis montée dans un taxi et je suis rentrée à la maison. Dans leur quartier, on élève des murs pour se séparer de Jabal Moukaber, même si on ne pense pas que ça aidera véritablement. Il n'y a aucune possibilité de les arrêter. Peut-être que ça réduira un peu les attentats, mais ça reviendra, comme toujours. Y a-t-il encore une chance de vivre ensemble? Avec eux? Je pense que non. Car depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, on lui apprend à se venger. En temps normal, cette ligne est utilisée par de nombreux habitants arabes, mais pas ces derniers jours. À un certain moment, la confusion s'installe. Cette femme s'éloigne d'un jeune homme assis à l'avant du bus. Les gens prennent peur. Elle descendra au prochain arrêt avant sa destination. Subitement, tout le monde descend de l'autobus. Nous nous dirigeons vers le jeune homme qui fait peur à tout le monde. Bonjour,
On peut vous poser une question? Oui. Avez-vous remarqué que les passagers se sont éloignés et ont été vers le fond du bus? Ça n'est pas confortable, non? Non, ça ne l'est pas. Ça n'est pas... C'est juste que c'est pas confortable. Youssef est étudiant. Il avait rendez-vous ce matin à la sécurité sociale, mais il avait pensé à cette situation avant de monter dans le bus. Au moment de sortir de la maison, j'avais préparé un sac et je me suis dit... Je ne l'ai pas pris. Mais même sans sac, les gens me regardent. Youssef descend de l'autobus et les gens reviennent peu à peu. Dans la Jérusalem réunifiée, il semble que les habitants ont abandonné depuis longtemps l'idée de coexistence, même avec le chauffeur qui les conduit chaque jour. Issa est un bon gars qui nous conduit depuis longtemps. Tu te souviens de la ligne 8? Bien sûr, et la ligne 7, et 48, et 10, si tu te souviens. Vous lui faites confiance? Bien sûr, les yeux fermés, c'est un type génial, Issa. Il n'y a pas de solution avec eux, pas de solution. Pas de solution avec les Arabes. Il faut une séparation, il faut se séparer totalement. Eux là-bas, moi ici. Il faut juste que la compagnie de bus paye mieux. Que la compagnie paye mieux et les Juifs viendront faire ce travail de chauffeur. Sinon, ils se font prendre la place. Les Juifs aussi peuvent conduire, pourquoi pas? Et que fait-on de ceux qui ont déjà ce travail? Ils trouveront de quoi faire, ne t'inquiète pas pour eux. Qu'ils aillent en Allemagne, comme elle accueille tout le monde. La vague d'attentats s'est calmée depuis quelques jours, mais la peur est toujours là. 47 ans après la réunification de Jérusalem, même sur une simple ligne d'autobus, il est difficile de trouver même une étincelle d'optimisme. Terminus, s'il vous plaît. Merci. Voilà donc pour ce reportage donc au cœur de Jérusalem où effectivement la vague de violence s'est calmée depuis quelques jours, mais elle s'est déplacée en Cisjordanie. On vous rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a commencé ce matin dans le Gush Etzion où d'abord un homme a été poignardé, un Israélien. Il était d'ailleurs en direct tout à l'heure sur notre antenne après avoir été la cible de jets de pierre. Le terroriste a finalement pu être abattu quelques instants après. Ça s'est passé aussi toujours à Hebron quelques instants plus tard où une Palestinienne a sorti un couteau lors d'un contrôle de police. Elle a été abattu. Cela s'est passé donc à Hebron. Aucun policier n'a été blessé cette fois. Et puis dans l'après-midi, sur une route près d'Ariel en Samarie, et bien là, c'est un jeune homme de 20 ans qui a été poignardé donc sur la route par un terroriste palestinien, blessé à la poitrine. Ses jours ne sont pas en danger. Le terroriste a pris la fuite et des opérations de recherche ont été lancées, mais pour l'instant sans résultat. 2 blessés donc. Bilan de cette journée marquée par 3 attaques ou tentatives donc d'attaque au couteau. Voilà, dans un instant, nouveau journal complet présenté par Daniel Atlan. Bonne soirée.